Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la une. Je suis Eleonora Byron et vous suivrez tout au long de ce journal. Voyons tout de suite les titres de cette semaine. Ai Weiwei libéré après 81 jours de détention. Chen Guangcheng, un militant chinois persécuté. Et en Chine, des candidats indépendants irritent le pouvoir. Et nous ouvrons ce journal avec une bonne nouvelle. NTD Asie-Pacifique, chaîne partenaire d'NTD basée à Taïwan, a réussi à maintenir la diffusion de ses programmes vers la Chine continentale. Dimanche dernier, l'entreprise de télécommunications taïwanaise Chunghwa a accepté de renouveler le contrat avec la chaîne sur son nouveau satellite ST2 après expiration du présent contrat en août prochain. Cette annonce conclut 2 mois d'efforts d'NTDAP soutenus par des législateurs régionaux et internationaux et des défenseurs des libertés des médias. Tous avaient appelé Chunghwa et le gouvernement taïwanais à assurer l'avenir des médias indépendants à Taïwan. Chunghwa et NTDAP devaient finaliser cet accord le 22 juin dernier. NTD continuera de vous informer sur le développement de cette affaire. Une autre bonne nouvelle, l'artiste chinois Ai Weiwei a été libéré sous caution cette semaine, après plus de 2 mois et demi de détention. L'artiste très critique envers le régime au pouvoir avait été arrêté au mois d'avril dernier et accusé de fraude fiscale. Les questions autour de cette libération soudaine restent sans réponse. Voyons ce reportage. Après 2 mois et demi de détention, l'artiste chinois Ai Weiwei a été libéré sous caution. Ai Weiwei est brièvement apparu à la porte de son studio de Pékin, mais il n'a pas répondu aux questions des journalistes, sans doute une condition de sa libération. Je ne peux pas donner d'interview, merci, je suis désolé. Selon les médias officiels, Ai Weiwei a été libéré, je cite, en raison de sa coopération dans la confession de ses crimes ainsi qu'une maladie chronique dont il souffre. Ai Weiwei avait été emprisonné le 3 avril et ensuite accusé de fraude fiscale. Mais ses supporters avancent que les autorités chinoises l'ont arrêté dans le cadre d'une grande campagne de répression des dissidents. Cette arrestation était survenue au moment où les activistes appelaient à une révolution du jasmin inspirée des soulèvements du printemps dernier dans le monde arabe. Nous ne savons vraiment pas pourquoi il a été libéré et ce n'est pas à nous de le dire. Lui seul peut répondre, mais quelle que soit la raison de sa libération, nous sommes tous très heureux. Ai Weiwei s'est souvent exprimé contre le régime chinois dans le passé. Après le tremblement de terre qui avait touché le Sichuan en 2008, il a enquêté sur les mauvaises constructions qui avaient provoqué l'écroulement des bâtiments d'école et pointé la corruption des responsables. Il a souvent critiqué la corruption et les abus de pouvoir à travers ses créations artistiques, ainsi que sur son compte Twitter. Les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient tous exprimé leurs inquiétudes au sujet de la disparition de Ai Weiwei. Chen Guangcheng, un militant aveugle chinois, a passé 4 ans en prison et vit en résidence surveillée avec sa famille depuis plusieurs mois. Une lettre de son épouse adressée à l'organisation chrétienne China Aid a été diffusée clandestinement hors de Chine. Cette lettre révèle des détails sur le harcèlement subi par Chen et sa famille depuis l'an dernier. Cette lettre, dénonçant un harcèlement violent, est le premier contact entre la famille Chen et le monde extérieur depuis le 9 février dernier. Chen Guangcheng est chinois, aveugle et militant pour les droits. Il est devenu un héros local en défendant les victimes d'avortements forcés dans la province du Shandong. Il avait été libéré de prison en septembre 2010 après y avoir purgé une peine de 4 ans pour atteinte à la propriété et organisation de rassemblements ayant perturbé la circulation. Cette accusation est largement considérée comme une ruse utilisée par les autorités pour l'écarter. Depuis sa libération, Chen et sa famille sont forcés de vivre en résidence surveillée. Le 9 février, l'organisation China Aid, basée aux États-Unis, a reçu une vidéo témoignant de la surveillance constante à laquelle sont soumis Chen et sa famille. Depuis, 4 mois de silence. Le 15 juin dernier, China Aid a reçu une lettre rédigée par l'épouse de Chen et parvenue clandestinement de Chine.
Cette lettre présente un compte-rendu de la persécution croissante à laquelle la famille a été confrontée depuis la diffusion de la vidéo. Le 18 février 2011, sous les ordres du vice-secrétaire du Parti communiste de la ville de Chongwu, Chang Jian et des policiers de la sécurité nationale, soit un groupe de 70 à 80 personnes, ont forcé la grille de mon domicile. Ils nous ont battus et torturés, mon mari Chen Guangcheng et moi-même, pendant plus de 2 heures. Aucun d'eux ne portait d'uniforme, aucun d'eux n'a présenté de document légal. Ils ont pratiquement tout pillé dans la maison. Bien que mon mari et moi ayons été gravement blessés, nous n'avons pas été autorisés à quitter la maison pour recevoir des soins médicaux. Ces violences ont continué. La mère de Chen a également été placée sous surveillance et la fille du couple ne peut plus aller à l'école. Ces voyous ont également installé des volets métalliques aux fenêtres de la maison de Chen et ont coupé l'électricité à plusieurs reprises. Le président de China Aid, Bob Fu, a diffusé une déclaration vidéo sur YouTube à ce sujet. We are deeply concerned. The treatment of this family is in total violation of not only the Chinese. Nous sommes profondément inquiets. Le traitement subi par cette famille est non seulement une totale violation de la loi chinoise, mais viole également le niveau le plus bas de moralité auquel doit prétendre tout être humain. China Aid exhorte les gouvernements occidentaux à appeler le régime chinois à respecter ses propres lois ainsi que les droits fondamentaux des citoyens. Time Magazine cite Chen Guangcheng comme l'une des 100 personnes qui influencent notre monde par le courage dont il a fait preuve en ayant recours aux moyens légaux pour dénoncer les avortements forcés pratiqués par des responsables régionaux. Tous les 5 ans, les Chinois ont l'occasion d'élire leurs représentants locaux. Ces élections restent largement symboliques et n'ouvrent qu'au niveau le plus bas du pouvoir, le Congrès local du peuple. Cette année, un nombre sans précédent de candidats indépendants non soutenus par le Parti communiste se sont présentés. Mais le parti au pouvoir semble décidé à mettre des bâtons dans les roues de ces optimistes de la démocratie. Le reportage suivant nous en dit plus. En Chine, une poignée de commentateurs, d'experts et d'activistes espèrent pouvoir participer aux élections populaires nationales de cette année. Mais leur succès dans un processus démocratique relativement symbolique reste à voir. Le régime communiste a déjà exprimé son manque de tolérance à l'égard des candidats indépendants au Congrès populaire. Liu Ping, une pétitionnaire originaire de la province du Jiangxi, a été parmi les premières à se présenter. Son élection au niveau régional, considérée comme un test pour le reste du pays, a eu lieu en mai. Mais sa campagne a été abrégée, les autorités l'ayant harcelée après qu'elle ait présenté sa candidature. Le 11 mai, j'ai envoyé un texte demandant de l'aide. Puis notre électricité a été coupée. Le 12 mai, j'ai été arrêtée et le lendemain matin, ils ont fouillé mon domicile. Ils m'ont réprimée sans relâche de peur que je n'arrive à représenter le peuple. Le Congrès local du peuple est le niveau le plus bas du pouvoir sous le régime chinois. Les représentants sont élus tous les 5 ans. Selon la constitution chinoise, chacun peut se présenter aux élections. Ils doivent simplement être proposés par au moins 10 électeurs de leur circonscription. Jusqu'à présent, plus de 120 personnes se sont présentées dans le pays, beaucoup d'entre elles grâce au soutien des médias sociaux. D'autres plus célèbres, comme le journaliste et écrivain Li Chengpeng, ont annoncé leur candidature à Chengdu à près de 3 millions de sympathisants sur son microblog. Le régime chinois n'est pas tranquille face à l'expression de cette conscience politique. Son département de la propagande a déjà interdit la couverture médiatique de nombreux candidats. Le 30 mai dernier, le Global Times, un journal officiel de l'État, mettait en garde contre ces candidats influencés par de soi-disant forces étrangères hostiles. Les élections au Congrès local du peuple se dérouleront jusqu'à la fin de l'année prochaine. Bien que les représentants élus puissent avoir une certaine influence sur les politiques locales, la majeure partie du pouvoir politique continue de reposer sur le Parti communiste. Les responsables et les secrétaires du parti sont placés à chaque niveau du pouvoir et se conforment à la lettre aux directives du Parti central de Pékin. Le barrage des Trois Gorges est considéré par le régime chinois comme une merveille. Pourtant, cette construction est ouvertement critiquée et accusée d'endommager l'environnement, d'avoir détruit des sites historiques et forcé le déplacement d'une large population. Malgré cela, les promoteurs de ce premier barrage prévoient d'en construire 4 de plus en amont de la rivière Yangtze. Les 2 premiers seraient déjà en construction. Les promoteurs du barrage des Trois Gorges en Chine prévoient de construire 4 autres barrages hydroélectriques en amont de la rivière Yangtze. Ces nouveaux barrages devraient produire ensemble 43 gigawatts d'électricité, soit 2 fois plus que la production actuelle du barrage des Trois Gorges.
La construction du barrage des Trois Gorges a débuté en 1993 et le barrage a commencé à produire de l'énergie en 2008. Le projet a coûté plus de 15 milliards d'euros. Bien que le régime chinois présente cette construction comme une des merveilles du monde, les critiques rappellent que ce projet a forcé le déplacement de 1,5 million de personnes et a causé l'immersion d'un nombre incalculable de sites historiques. De plus, les experts ont prévenu des risques de glissement de terrain et autres problèmes géologiques dus à la grande masse d'eau retenue dans le réservoir du barrage. Tout comme le premier barrage des Trois Gorges, les nouvelles constructions en projet ont attiré la critique des environnementalistes chinois tels que Yang Yong. Yang a prévenu des différents problèmes que les nouvelles constructions pourraient causer. Les dangers de type géologique sont très grands. La géologie dans cette partie de la rivière où doivent se situer les stations hydroélectriques est très faible. Le deuxième problème d'ensemble est le relogement des populations. Le troisième problème est l'influence sur l'environnement écologique et en particulier le changement climatique. Même le régime chinois a admis il y a un mois de cela que le premier barrage des Trois Gorges avait amené une série de problèmes qui devaient être rapidement résolus. Mais les promoteurs du barrage des Trois Gorges défendent les projets des nouveaux barrages. Sur leur site web, ils déclarent que ces projets ont établi, je cite, « une nouvelle culture écologique visant à obliger l'homme à vivre en harmonie avec la nature ». Ils prétendent également avoir amélioré le niveau de vie de ceux qui ont été relogés. Mais de nombreux rapports montrent qu'un grand nombre de ces personnes déplacées n'ont plus aucun moyen de gagner leur vie. Le premier des 4 nouveaux barrages devrait être terminé en 2015 et tous les 4 devraient être opérationnels en 2020. Dans la tradition chinoise, la piété filiale, le respect envers les parents et les aînés sont des valeurs essentielles. L'histoire suivante nous montre tout le dévouement qu'un jeune garçon peut déployer pour venir en aide à sa mère souffrante. Voyons cela. Imaginez que vous ayez 13 ans, que votre mère ait une tumeur maligne au cerveau et que vous n'ayez pas assez d'argent pour payer son opération. Que feriez-vous? À la place de Luo Weike, vous commenceriez à cirer des chaussures pour gagner au moins 10 € par jour et les économiser. J'aime beaucoup ma mère, c'est la personne la plus importante parce qu'elle m'a donné la vie. Ce que j'ai fait, c'est le strict minimum que je devais faire pour ma maman. Luo vient d'une petite ville appelée Rewan. Il s'est rendu dans la capitale provinciale de Jiangzhou, à 320 km de là, pour cirer des chaussures et gagner de l'argent. Quand son père est décédé il y a 1 an, il est resté seul avec sa mère et une sœur aînée. Juste 1 mois après la mort de son père, une tumeur au cerveau a été détectée chez sa mère. Avec un salaire mensuel de 100 € à peine, elle ne pouvait pas payer l'opération. Mais Luo ne s'est pas laissé abattre et grâce à son job de cireur, il a permis à sa mère d'être opérée. Je dois prendre soin d'elle après l'opération. Je ne vais pas la laisser tomber et je vais lui trouver tout ce dont elle a besoin. Bien sûr, il n'a pas réuni suffisamment d'argent pour payer tout seul les frais élevés d'hospitalisation. Mais ses efforts ont attiré l'attention des médias et des célébrités comme la star du cinéma chinois Jin He qui ont apporté de généreuses contributions. Sa mère est aujourd'hui dans un état stable après l'opération et Luo, au lieu de se reposer, veille à ses côtés. Et tout de suite dans notre sélection internationale. Non à la violation de la souveraineté maritime du Vietnam. Allemagne, un homme condamné pour avoir espionné Falun Gong. Le 18 juin dernier, devant l'ambassade du Vietnam à Paris, s'est tenue une manifestation dénonçant la violation de la souveraineté maritime du Vietnam dans la mer de Chine et l'annexion des archipels Spratly et Paracel par la Chine communiste. Depuis le milieu du siècle dernier, avec la découverte de réserves de pétrole et de gaz dans leur sous-sol, la Chine s'intéresse fortement à ces îles. Elle prétend étendre ainsi son territoire sur plus de 80% de la surface de la mer de Chine. Notre correspondante à Paris a rencontré des manifestants. Écoutons-les. C'est devant l'ambassade du Vietnam à Paris que les Vietnamiens se sont donné rendez-vous pour manifester. Les Vietnamiens d'outre-mer sont remontés contre l'attitude de la Chine. Une partie des hauts dirigeants qualifiés de pro-chinois essaie en effet de maintenir en coulisses une relation politique privilégiée avec la Chine.
Aujourd'hui, dans le monde entier, là où se trouve une importante diaspora vietnamienne, des appels ont été lancés, d'importantes manifestations ont été organisées devant les ambassades de Chine de plusieurs pays occidentaux. Le peuple vietnamien exige que son gouvernement ne cède pas devant les menaces chinoises. Les îles Spratly et Paracel appartiennent aux Vietnamiens. C'est pour montrer notre esprit patriotique, pour soutenir la cause vietnamienne au pays. Nous sommes, la diaspora vietnamienne se compose des Boat People qui ont fui le régime communiste. Voilà, nous sommes là, nous sommes dans un pays de la France, dans un pays de démocratie. Donc nous tenons absolument à descendre dans la rue pour porter la voix du peuple contre la justice, pour la liberté, pour la démocratie au Vietnam, au plus haut et au plus loin. L'invasion des Chinois sur les îles Spratly, c'est à cause de la richesse sous la mer. Au fond, parce qu'il y a du pétrole, et aussi la richesse en surface, c'est-à-dire c'est une région où il y a le moins de pollution et aussi il y a énormément de nourriture marine pour toute la région. Et la seconde chose, c'est la question géopolitique, c'est pour contrôler tout le sud-est. Et nous, on est toujours contre l'invasion chinoise, contre l'esprit de colonisation des communistes chinois. Nous ne sommes pas contre les Chinois exactement, mais c'est contre le parti communiste chinois qui voulait contrôler toute la région. Et ça, c'est très dangereux. Nous profitons de cette occasion aussi, c'est pour appeler aux jeunes, non seulement les jeunes vietnamiens, mais la jeunesse chinoise aussi, de se lever contre la dictature, contre cette dictature, cette mafia, on appelle mafia rouge, qui est en train de contrôler, d'exploiter non seulement le peuple vietnamien, mais le peuple chinois aussi. Il faut penser que pour quelques millions de riches, on oublie des milliards de pauvres en Chine. Et c'est ça l'essentiel. Il faut que la jeunesse chinoise, comme la jeunesse vietnamienne, se soulève pour renverser ces dictatures-là. Cette mafiosie rouge qui est en train de contrôler, d'exploiter notre peuple. Merci. NTD News, Paris, France, Suzanne Durand. Un tribunal allemand a condamné un agent chinois pour avoir espionné les pratiquants de la méthode spirituelle Falun Gong. John Zhu a été condamné le 8 juin dernier à une peine de 2 ans avec sursis, assortie d'une lourde amende. Les procureurs ont déclaré que Zhu fournissait des informations aux autorités chinoises qui persécutent les membres du Falun Gong. Après plusieurs années d'enquête, un tribunal allemand a déclaré un homme chinois coupable d'avoir espionné des citoyens allemands. Le 8 juin, la Cour suprême de la Basse-Saxe a condamné John Cho à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour espionnage de pratiquants de Falun Gong. Le Falun Gong est une discipline spirituelle pratiquée librement à travers le monde, mais persécutée par le Parti communiste chinois. La condamnation de M. Cho a ébranlé de nombreux pratiquants allemands. Cet homme avait été parmi les premiers à pratiquer le Falun Gong en Allemagne dans les années 90. Les procureurs déclarent que M. Cho avait commencé à travailler avec des agents chinois en 2005, lorsqu'il est allé rendre visite à son père malade en Chine. Les documents du tribunal prouvent qu'il avait rencontré le directeur du service consulaire de l'ambassade de Chine à Berlin et exprimé sa volonté d'aider le régime communiste à, je cite, « résoudre le problème du Falun Gong ». En mars 2006, M. Cho avait été présenté aux agents du bureau 610, une agence extrajudiciaire dépendant du régime chinois, comparable à la Gestapo, chargée de la persécution du Falun Gong. Les procureurs ont déclaré que M. Cho avait présenté son rapport directement à Chen Bin, un haut responsable du régime, et avait mis celui-ci en contact avec des correspondants privés de pratiquants de Falun Gong allemands. Les documents du tribunal montrent que les services de contre-espionnage allemands avaient plusieurs fois averti M. Cho qu'il était soupçonné d'espionnage. Il a été présenté à la justice le 16 mai et a écopé d'une amende de plus de 14 500 €. Le réseau d'espionnage du régime chinois contre le Falun Gong avait déjà été mentionné en 2005 par Chen Gongli,
un ancien consul chinois à Sydney en Australie. Il avait témoigné à ce sujet devant la Chambre des représentants américaine et déclaré, je cite, « La guerre contre le Falun Gong est l'une des principales tâches de la mission chinoise à l'étranger. » Hong Kong, réputée pour être une ville trépidante, a adopté un rythme encore plus rapide le week-end dernier, en accueillant une démonstration de Formule 1 et d'autres bolides. Certains parlent déjà d'un futur Grand Prix dans la ville, mais aucune annonce officielle n'a encore été déclarée. C'était la première visite du pilote espagnol Jaime Alguersuari à Hong Kong, mais il n'était pas vraiment là pour admirer le paysage. Il est venu piloter une voiture de démonstration Red Bull sur l'une des routes de banlieue les plus fréquentées de Hong Kong, au cours d'un spectacle qui a attiré une foule d'amateurs de F1. Je pense qu'il s'agit d'une grande opportunité pour Hong Kong de pouvoir offrir un événement aussi unique. Et si on regarde autour de nous, on peut voir le parking et tout le long de la route, des personnes sont alignées pour essayer de voir. L'équipe Red Bull a déjà organisé des démonstrations à Singapour et à Kuala Lumpur. Certains amateurs à Hong Kong espèrent que cet événement mènera à quelque chose de plus important, un Grand Prix, ici, dans la métropole portuaire. Jusqu'à présent, aucune déclaration officielle n'a été faite, mais dans le monde trépidant de la F1, il peut être difficile de planifier au-delà du prochain circuit. J'aimerais rester plus longtemps à Hong Kong, mais de toute évidence, notre programme est très serré, très chargé, vous savez. Shanghai et Macao ont accueilli des grands prix, mais le centre financier du sud de la Chine n'a pas encore eu cette chance. Des événements comme celui-ci montrent que la F1 est l'une des exportations européennes avec un potentiel de croissance considérable sur le marché asiatique. New York est une ville innovante en matière de développement urbain. Le Highline Park est un bel exemple de recyclage du patrimoine industriel. Cette ancienne voie ferroviaire aérienne est ainsi devenue un site d'attraction fréquenté. Une nouvelle section de ce parc vient d'être inaugurée. Nos correspondants nous amènent visiter ce lieu de promenade au cœur de la ville. Situé à l'ouest de Manhattan, le Highline Park, aussi appelé ligne vitale de New York, a été récemment agrandi. Une nouvelle section de promenade a été ouverte le 9 juin dernier. Ce parc suspendu a déjà attiré en moins de 2 ans plus de 4 millions de visiteurs. Il s'agit d'une conception unique, un parc surélevé à près de 10 mètres au-dessus du sol, sur une voie ferrée désaffectée. Les rails avaient failli être démolis en 1999, mais les amis de la Highline, un organisme privé, se sont battus pour sa préservation. Ce parc est une propriété de la ville de New York. Les amis de Highline gèrent et entretiennent le parc au quotidien et nous prenons ainsi en charge plus de 70% des coûts d'entretien annuels. Donc nous prenons soin des superbes plans, nous ramassons tous les détritus et organisons également de nombreuses activités publiques. Le parc s'étend de la rue Gansevoort à la 30e rue Ouest. Cet parc suspendu, c'est génial. Il est beaucoup plus aéré ainsi. Et une autre chose que j'aime aussi, c'est qu'il est beaucoup mieux conçu pour la marche, alors que beaucoup d'autres parcs sont bondés de joggers, de patineurs et autres. Ils ont fait couler un petit ruisseau, il est peu profond, à peine 1 centimètre, mais c'est chouette. La transformation d'une voie ferroviaire en un lieu touristique fréquenté de New York fait du Highline Park un véritable joyau. Un havre de paix flottant au-dessus des rues animées de la ville. NTD News, New York. La période des grandes soldes de Jakarta se tiendra du 17 juin au 17 juillet. Cette année, l'accent a été mis sur le respect de l'environnement et la dimension internationale de la ville. Voyons cela dans le reportage de notre correspondant à Jakarta. La grande période des soldes de Jakarta, qui se tiendra du 17 juin au 17 juillet 2011, a pris pour thème l'écologie, la santé et la dimension internationale de la ville, afin de montrer que les centres commerciaux de Jakarta se soucient des questions environnementales. Officiellement inauguré par Fauzi Bowo, cet événement espère faire de Jakarta un paradis du shopping où culture et style de vie se côtoieront. Jakarta a toutes les qualités pour devenir une ville internationale, saine et écologique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un tir de feux d'artifice. 68 centres commerciaux de Jakarta participent à l'événement en proposant des réductions de 10 à 70%. Les articles présentés vont du produit régional au produit de marque internationale. En plus de ces réductions, les centres commerciaux proposent des opérations commerciales
un acheté, un gratuit, et des horaires d'ouverture nocturne. Divers événements ont également été organisés dans les centres commerciaux afin d'attirer les visiteurs. Je suis venu avec des représentants du Parlement pour encourager le commerce, afin que Jakarta puisse devenir une ville commerçante. Nous sommes optimistes et espérons qu'à un moment donné, les grandes soldes de Jakarta seront en mesure de rivaliser avec d'autres grandes soldes internationales. Les grandes soldes de Jakarta sont soutenues par l'Association des centres commerciaux d'Indonésie en coopération avec Garuda Indonesia, l'Association indonésienne des agences de voyage et l'agence de crédit BCA. NTD News, Jakarta, Indonésie. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est avec grand plaisir que nous retrouverons la semaine prochaine.